Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout. Alors les spécialistes relèvent que pour les femmes actuellement, la nécessité de réussir, d'être performante, d'être parfaite dépasse la sphère professionnelle pour s'ancrer dans la sphère familiale. Je vous propose de rester dans ce parallèle vie privée, vie professionnelle. Le grand ennemi au boulot, c'est le burn-out bien sûr. Alors lorsqu'on essaye d'être la meilleure à la maison, est-ce qu'on n'encourt pas la même chose? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec nos spécialistes. À tout de suite pour les détails. Le burn-out maternel, un épuisement réel. Nous en parlons aujourd'hui avec deux spécialistes. Rita Alami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Avec plaisir. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste de la question. Et Sabrine Gdira, bonjour. Bonjour. Merci Yasmine. beaucoup d'être là, Merci ça fait à vous. longtemps et ça Oui. fait plaisir de vous recevoir à nouveau. Vous êtes puéricultrice et spécialiste dans l'accompagnement des parents et notamment des parents en difficulté. Tout à Merci fait. beaucoup, mesdames, d'être là pour ce sujet. Est-ce qu'on pourrait dire peut-être pour commencer que c'est encore un sujet relativement tabou dans notre société ou dans toutes les sociétés parce que, en fait, ça fait bouger en nous des sentiments relativement négatifs face à ce qui est supposé être le plus beau cadeau du monde, à savoir être parent, la maternité. Vous en pensez quoi, Rita Alami? Effectivement, au jour d'aujourd'hui, le burn-out maternel, l'épuisement, on peut l'appeler comme on veut, est un sujet extrêmement tabou puisqu'il est porteur de culpabilité. Une maman qui s'épuise, une maman qui se fatigue est une maman d'abord qui va longtemps sombrer dans la solitude, qui va très peu en parler avant d'atterrir au meilleur des cas chez un spécialiste parce que justement ça touche à l'image de la mère idéale, celle qui est supposée être et devoir tout faire correctement. Exactement. Sabrine, vous rencontrez également ces mamans, que ce soit, on va dire, dans les structures, dans les crèches ou en consultation également. Est-ce qu'on en parle facilement de cette fatigue, de ce burn-out? Alors une fois qu'effectivement on arrive au stade où on a besoin de consulter, on a besoin de faire appel à un spécialiste, c'est que déjà le plus gros travail qui est d'accepter et d'identifier le mal a été fait. Donc c'est une maman en général qui passe par, comme a dit Rita, par des moments de solitude, des moments de honte, même de culpabilité, parce que ces enfants-là, elle les a voulus, elle les a désirés, elle les a faits. Et donc, d'arriver à un stade de sa vie où elle n'en peut juste plus, où elle ne sait plus quoi faire, il va y avoir une première étape où elle va culpabiliser. Et après, elle va voir qu'elle n'a pas de solution, qu'elle ne peut plus gérer. Et donc, elle va se tourner vers des spécialistes, vers moi. Et donc, quand je rencontre ces femmes, effectivement, le sujet n'est plus tabou. Mais Oui. parce que, voilà. Mais bon, elles vous disent combien elle a pu traîner, combien elles ont pu traîner Voilà, ça avant, exactement. avant d'en Et parler. avant d'en parler, c'est un sujet tabou, elles ont honte, elles culpabilisent, elles arrivent parfois même à avoir des comportements qui peuvent être violents, voire agressifs, impulsifs. Exact. Et ça, même en consultation, c'est difficile pour elles De le d'admettre, sortir, de le dire, c'est ça. de dire ça avec des mots, parce que c'est des moments qui sont très forts. Elle est impliquée émotionnellement et donc... Alors là, vous abordez un petit peu les manifestations du burn-out à travers cet épuisement, cette violence vis-à-vis parfois des enfants. On va détailler tout cela. Oui. Mais si on devait définir le burn-out maternel, Rita Alami, comment on pourrait l'expliquer? Comment on pourrait le simplifier pour nos téléspectateurs? Très bien. Alors, c'est un épuisement. C'est un sentiment de vide. C'est au-delà de la fatigue. Je parle d'épuisement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être réparé après 3, 4, 5 jours de sommeil. C'est un épuisement qui dure dans le temps, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors c'est un épuisement d'abord physique. On ressent une fatigue, on a des troubles du sommeil, soit on mange trop, soit pas assez. On est aussi dans une espèce de solitude, c'est-à-dire qu'on a tendance soit à se renfermer, soit au contraire à fuir complètement la maison pour échapper justement aux obligations de tous les jours. On est aussi beaucoup dans des ruminations, c'est-à-dire qu'on va réfléchir tout le temps, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, est-ce que je suis une mauvaise mère, je ne suis pas normale, il se passe quoi dans ma tête? Et puis il y a quelque chose, je pense, d'assez parlant, c'est la distanciation affective, c'est-à-dire que ces mamans-là qui sont dans ce passage de burn-out font ce qu'il faut faire avec l'enfant, c'est-à-dire le nourrir, le changer, etc. Mais il n'y a
que très peu d'échanges affectifs. Il y a une difficulté à construire un lien et une diade affective justement avec l'enfant. Et ça, c'est un des symptômes qui nous aide, nous, que ce soit Sabrina ou moi, à reconnaître justement le burn-out. Voilà. D'accord, mais c'est différent en fait de la dépression parce que Oui. ces symptômes que vous décrivez ressemblent un petit peu à une dépression et notamment une dépression postpartum. Exact. Effectivement, ça se ressemble et je dirais même que par moments, ça peut se rejoindre. Parce que bon, la dépression du postpartum, en général, elle démarre 2-3 jours après l'accouchement. D'ailleurs, avant, on l'appelait la dépression des 3 jours, il y a une cinquantaine d'années de ça. Et puis ensuite, très souvent, la dépression du postpartum, elle se déclenche par des pleurs qu'on a du mal à arrêter et à contrôler, mais une dépression du postpartum, dès qu'on est bien entouré avec sa maman, son papa, sa famille, etc., ça passe. La dépression, ou si vous voulez le burn-out, lui, il va se déclencher souvent plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, après la naissance de l'enfant, et on verra tout à l'heure pourquoi, et il peut durer dans le temps. Par contre, dans la dépression, c'est-à-dire quand on arrive à ce que la dépression s'installe, on est dans quelque chose d'encore plus profond. On est dans justement un état de passivité, on est dans des schémas négatifs, on est dans une image de soi qui est complètement destructrice. Donc, on n'est pas dans le burn-out où, dans le burn-out, il y a quand même des moments où on ressort, on remonte à la surface et on ressombre. OK. Alors, ce burn-out maternel, il apparaîtrait en moyenne. C'est corrélé à l'âge de l'enfant, je pense, mais corrigez-moi si je me trompe. Et ça apparaîtrait en moyenne vers quel âge? Quel est, on va dire, quel est le moment où, dans cette relation mère-enfant, où la maman va fléchir complètement, où elle va se retrouver à faire un burn-out, Sabrina? Alors, déjà, il faut savoir que le burn-out, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on soit une mère au foyer ou une mère active, qu'on soit à notre premier enfant, à notre deuxième, à notre troisième, il n'y a pas de règles. On va souvent voir que les mamans qui sont le plus sujettes à faire un burn-out, ça va être des mamans d'enfants multiples, de jumeaux, de triplés, d'enfants qui sont en âge rapproché, de mamans qui souffrent de solitude sociale ou des mamans qui élèvent seuls leur enfant. Ensuite, il va y avoir effectivement une corrélation entre le moment où le burn-out peut apparaître et l'âge de l'enfant, dans le sens où la dépression postpartum, c'est effectivement pendant les premiers mois de l'enfant, tandis que le burn-out va apparaître quand l'enfant va être plus grand, vers 2-3 ans. Mais après, on peut avoir un burn-out quand le premier enfant a 5 ans, que le deuxième arrive ou que le deuxième a 2 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale. C'est pas vraiment... c'est au cas par cas et chaque femme va avoir ses symptômes de manière d'intensité plus ou moins élevée. C'est-à-dire que c'est vraiment... après, c'est du cas par cas. Mais on voit beaucoup de jeunes parents épuisés. Ils le disent, hein, quand on les rencontre, ça va, vous allez bien, fatigués. On est vraiment épuisés avec les enfants. Ouais. C'est ça. Déjà, c'est la quête de la perfection, c'est-à-dire que ces parents-là, ils vont avoir un enfant rêvé, un enfant idéal, un couple ils vont essayer d'anticiper le couple qu'ils voudraient être, le foyer qu'ils ont envie de créer, la maison, qu'elle soit toujours impeccable, avec des enfants. Et justement, ça me pousse à vous poser la question, qu'est-ce qui amène un burn-out? Pourquoi, un jour, eh bien, toute la machine va se mettre en route? En fait, chacun a un réservoir d'énergie et de ressources. Et la maman, en général, va aller puiser dans ce réservoir, c'est-à-dire qu'elle va avoir des tâches au quotidien qui vont se répéter inlassablement. C'est des tâches qui sont d'intensité modérée, c'est-à-dire un cri d'un enfant pris ponctuellement une fois, c'est pas ça qui va conduire à un burn-out. Mais toutes ces responsabilités, toutes ces contraintes qui se répètent inlassablement dans le temps vont faire que on va puiser dans cette réserve en fait, d'énergie et de ressources sans penser à alimenter cette réserve. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de recul, on ne va pas prendre de temps pour soi, on va chercher cette perfection, on va essayer de faire en sorte que tout soit tout le temps parfait, l'enfant, la maison, le foyer, le couple. Et au final, ces mamans-là sont prises dans un engrenage parce que la société aussi impose des standards qui sont quand même élevés, on va juger, elles ont peur du regard des autres, du regard de leurs aînés qui ont réussi cette mission avec brio et donc elles veulent faire tout aussi bien alors que parfois elles avaient encore plus d'enfants qu'elles.
Et donc tout ça, les mamans vont être prises dans cet engrenage et ce réservoir va littéralement se vider jour après jour sans qu'elles s'en rendent compte. Il va arriver un moment où elles vont craquer, elles vont arriver à bout. Elles vont haïr tout le monde. Et elles ne vont pas réussir, Rita? Oui, c'est tout à fait... On finit par haïr tout le monde? Haïr, je dirais que c'est un peu fort. À détester? Et détester par moments, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, Pour dire les choses vraiment, pour mettre des mots tabous sur ce ressenti. Exact. Mais je voudrais rajouter quelque chose. C'est que moi, je pense qu'il y a aussi une espèce de fragilité psychologique. C'est-à-dire que quand on accouche déjà, on accouche de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est une jeune maman, on est une maman, oui, mais on est aussi l'enfant de sa maman. Et on est porteur de notre histoire et de notre relation affective avec nos parents. Alors déjà, il faut savoir que pendant la grossesse, c'est quand même une période très difficile sur le plan psychique parce que tout remonte à la surface, un peu comme à l'adolescence. Donc si on a eu des conflits avec notre propre mère, si on a été en manque d'amour, ne serait-ce que par perception, même si ce n'est pas réel, tout ça va remonter pendant la grossesse et on le voit, il y a beaucoup de dépressions qui vont se déclencher au début de la grossesse. Alors ensuite, il y a la période de l'accouchement. Alors l'accouchement, surtout quand on est jeune, des mamans de 18, 20, 22 ans, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et à la naissance de l'enfant, il n'y a pas plus toujours aujourd'hui l'entourage, comme ça l'était il y a peut-être 50 ans. Aujourd'hui, on voit de jeunes mamans qui accouchent quasiment livrées à elles-mêmes, voilà, avec difficulté justement à savoir s'occuper de l'enfant. Ça, c'est quelque chose que j'entends en thérapie. Je n'ai pas su comment faire pour changer des couches. Je ne sais pas comment faire pour donner le biberon. Et j'ai honte de dire ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces mamans-là, petit à petit, elles tombent dans une espèce de renfermement parce qu'elles ont du mal à demander de l'aide et elles ont honte de dire qu'elles ne savent pas comment faire. Alors, petit à petit, dans les premiers mois de vie, et des fois, quand le bébé il a 1 an et demi, là, il y a le burn-out qui se déclenche et souvent, il va passer inaperçu. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, ça revient à on est fatigué, oui, mais c'est normal, tout le monde est fatigué. C'est-à-dire qu'on normalise quelque chose qui, finalement, ne l'est pas. Alors, et ça s'empire, et c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, Sabrina, avec justement les années. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend à avoir l'enfant idéal, que ce soit sur le plan de l'éducation, de la scolarité, du comportement, même physique. Aujourd'hui, même un enfant qui physiquement ne correspond pas à l'attente de la maman ou du papa peut être un enfant rejeté. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors le problème, c'est quand vous joignez tout ça. Donc les difficultés de la maman, les difficultés de l'enfant qui ne répond pas aux attentes parentales, là, c'est le burn-out qui s'installe correctement et profondément. Et malheureusement profondément, oui. Si on devait donner des symptômes de ce burn-out aux parents qui nous suivent, alors, quand je dis parents, les mères sont particulièrement concernées par ce burn-out. On parle de burn-out maternel aujourd'hui, mais est-ce que les papas peuvent aussi en faire? Vous avez pu en voir en thérapie, en consultation? Les pères aussi demandent, Rita? Oui, on parle de burn-out maternel et de burn-out paternel. Pas professionnel, personnel. Non, je parle sur le plan papa-maman, voilà. C'est ça. Il y en a de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que si je devais chiffrer, on n'a pas les statistiques, mais je dirais que c'est quand même 95% de femmes et 5% d'hommes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont épuisés parce qu'ils ont justement la charge du travail, la charge des enfants, surtout quand ils sont plusieurs. Et surtout, je dirais surtout ce qui fatigue l'homme, en tout cas ceux que moi je rencontre, c'est ce désir de perfectionnisme, c'est absolument vouloir que l'enfant qui a 2 ans se mette à étudier plusieurs langues alors qu'il a 2 ans, il faut qu'il soit parfait. En fait, on inscrit toute la famille dans une trajectoire de burn-out. Exact. Les parents, l'enfant. Bien sûr. Bref. On revient aux symptômes, mesdames, si vous permettez, pour que l'idée c'est de dédramatiser la situation, comme vous avez dit tout à l'heure, Rita, de ne pas laisser normal ce qui n'est pas normal, de mettre des mots sur le vécu et donc d'aller plus profondément dans les symptômes. Ça se manifeste comment, ce burn-out? Alors, il y a différents cas de figure, bien sûr. Oui, après, les symptômes sont différents d'une maman à une autre avec une intensité plus ou moins élevée. Mais en gros, la maman, déjà, elle va avoir des symptômes physiques, elle va avoir des maux de dos, des dorsalgies, des céphalées, elle va avoir des maladies saisonnières à répétition, elle peut avoir des troubles du sommeil, des troubles de la digestion, vouloir manger trop ou pas assez. Et ensuite, elle va avoir un état de lassitude, elle va
plus prendre plaisir à faire les tâches du quotidien, c'est-à-dire qu'elle va un peu agir comme un robot. Elle va changer la couche, oui, mais sans créer un lien avec l'enfant, alors que c'est censé être un moment de partage. Pareil pour le bain. Tout ça, pour toutes les activités du quotidien, elle va les faire parce qu'elle se dit, si je ne les fais pas, personne ne va les faire à ma place. Donc, je suis obligée de les faire. Mais elle va se distancer, c'est-à-dire qu'elle va mettre un mur, en fait, entre elle et ses sentiments et ses émotions. Mais c'est fait pour se protéger, au final. C'est parce qu'elle voit que elle n'en peut plus, elle n'a plus de ressources, elle se réveille le matin juste à l'idée de penser à ce qui... peuvent devenir violentes? Bien sûr, agressives? Bien sûr, d'un point de vue verbal, c'est-à-dire qu'elles peuvent dire des choses qui dépassent leurs pensées, que ce soit au conjoint, à la famille, même à l'enfant. Ouais. Et elles peuvent avoir des réactions très, très violentes, même physiquement. C'est-à-dire que, et là, c'est encore une fois, c'est un sujet très tabou parce que c'est difficile, c'est compliqué pour une maman d'admettre et d'avouer, même à un spécialiste, qu'effectivement, elle a donné une gifle de trop ou qu'elle a donné une fessée qu'elle n'aurait pas dû. Et elle va être impulsive, tout va l'irriter. C'est-à-dire qu'une maman qui va passer sa journée à essayer de faire de son mieux, de tout organiser, les accompagnements, les devoirs, le bain, qui va essayer de ranger la maison, et le mari qui va arriver le soir, il va voir que la vaisselle n'est pas forcément faite ou terminée, qui va lui faire une petite remarque qui, dans un autre contexte, passerait. C'est-à-dire, ah, la vaisselle n'est toujours pas faite. La mère est capable d'exploser parce que c'est une accumulation et en fait, elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin juste... Des fois, c'est même pas qu'on l'aide, c'est juste qu'on reconnaisse tous les efforts fournis, que c'est bien, d'une remarque bienveillante et encourageante, positive. Et au final... On va revenir tout à l'heure pour voir si tous ces efforts sont véritablement nécessaires et importants, ou il faut peut-être aussi s'autoriser à baisser la pression, à baisser la garde. Exact. Mais on reste sur les symptômes, parce que là, on a parlé du burn-out maternel et les symptômes, on va dire, directement sur la mère et sur son enfant. Mais il y a aussi comment ça va venir impacter toute la relation familiale et la relation de couple aussi. Et il y a beaucoup d'hommes qui parlent de femmes hystériques. Exact. C'est-à-dire que la plainte principale, en fait, très souvent, c'est que les maris se plaignent que leur femme soit devenue agressive. J'entends beaucoup le mot impulsif et on dit elle n'a plus de patience, je ne reconnais pas ma femme. Alors, c'est-à-dire que c'est... Parce que si par exemple, le papa travaille, eh bien, toute la journée, ce n'est pas forcément ce qui se passe à la maison dans l'interaction avec le bébé. Mais quand il rentre le soir, eh bien, il a peut-être 2 heures ou 3 heures dans lesquelles il va observer un petit peu comment ça se passe. Et très souvent, ce qui se manifeste, vu que c'est la fin de la journée et que la maman est épuisée, c'est encore plus de colère, encore plus... Et ça crie, il y a du bruit. Ou alors, c'est des mamans qui vont complètement se renfermer. Et là, c'est-à-dire qu'elles vont aller dans leur chambre, s'enfermer à clé, s'enfermer dans un salon, faire tout pour rester toute seule dans un petit coin. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai que ça va impacter aussi la relation de couple. Là, je parle du couple amoureux. Je ne parle pas du couple uniquement parental. Pourquoi? Parce qu'une maman qui s'est réveillée à 6h ou 7h du matin et qui n'a pas eu de répit toute la journée, et quand je parle de répit, je ne parle pas que du répit physique, parce que le burn-out touche aussi des mamans qui ont de l'aide à la maison, qui ne cuisinent pas forcément, qui ne font pas forcément la vaisselle. Mais c'est ça justement qui dérange les hommes. Ils se disent, mais de quoi elle se plaint? Elle a de l'aide, elle a tout ce qu'il lui faut, mais de quoi se plaint-elle? Qu'est-ce qu'elle fait de tellement incroyable? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il ne voit pas un peu tout le versant psychologique et inconscient de cette femme. Il ne voit que ce qui est perceptible. Mais il faut comprendre, encore une fois, que chacun a son histoire. Et c'est là, justement, c'est là, quand ça s'intrigue, le vécu actuel dont a parlé Sabrina, ce vide énergétique, et en plus, qui s'accumule avec notre histoire de vie, ça en fait trop. Et du coup, c'est vrai que souvent, ça paraît incompréhensible. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de raison. De quoi se plaint-elle? Oui, c'est-à-dire, nous, ce qu'on nous dit quand on est en thérapie, mais c'est pas possible, elle a une femme de ménage, elle a un chauffeur, il y a quelqu'un qui a fait l'accompagnement des enfants, et pourtant, elle est toujours fatiguée. Et voilà. Et bien sûr, après, ça impacte la relation de couple et les relations intimes, et très souvent, ça finit par une séparation physique qui malheureusement aboutit des fois à une séparation... un divorce. Un divorce, oui. Alors que tout aurait pu être anticipé je ne dirais pas anticipé, mais je dirais que ça peut être traité. D'accord, ok. Alors, est-ce que cette histoire de burn-out maternel ne viendrait pas aussi on a parlé bien sûr de la pression de la société, etc., de la pression que la maman se met elle-même, mais est-ce que ça ne viendrait pas également
d'une préparation à l'arrivée même de cet enfant. Véritablement sortir de la perception glamour de la grossesse, de l'accouchement, de l'arrivée du bébé, à vraiment se préparer à ce que c'est qu'avoir un bébé, à ce que c'est qu'avoir un enfant, à ce que cela engage à court terme, à moyen terme, en termes de fatigue physique, de fatigue morale, de vraiment essayer de visualiser, de se projeter dans cet avenir qui est, heureusement, dans la majorité du temps, agréable à vivre, mais qui peut être aussi difficile, manque de sommeil, il ne faut pas le renier, enfin toutes ces choses-là qui viennent quand même effriter la santé physique et morale de la personne. Vous en pensez quoi, Sabrine? Je pense qu'on est préparé, oui et non, à l'arrivée d'un bébé. Déjà, un bébé, il n'est pas livré avec son manuel d'utilisation, il n'y a pas de recette miracle. Il y a de plus en plus, effectivement, d'ateliers, de spécialistes pour s'aider justement à préparer cette arrivée de cet enfant, etc. Mais déjà, avoir un enfant, c'est le rêve de pratiquement toutes les petites filles, toutes les femmes en se mariant. C'est la prochaine étape, c'est le prochain rêve. Et comme vous disiez, on ne réalise pas forcément ce que ça va impliquer au quotidien. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir un enfant, on aimerait que la petite fille fasse de la danse et qu'elle soit super mignonne, que le petit garçon fasse du foot, qu'il soit super bien éduqué, poli, qu'il travaille bien à l'école. Mais après, ce que ça implique dans le quotidien de cette famille-là, les gens ne mesurent pas forcément tous les changements que ça va impliquer. Et il faut que déjà les papas comprennent que souvent, pour eux, s'ils subviennent financièrement aux besoins de la famille, que la maman est aidée, qu'elle n'a pas forcément à faire, comme disait Rita, la cuisine, les accompagnements, il se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les amener à l'école, elle va faire les devoirs, la douche. Et donc, on ne réalise pas forcément que dans le quotidien, toutes ces tâches qui vont être répétitives, ce manque de sommeil, cette fatigue, ce manque de reconnaissance, cet isolement, il y a beaucoup de choses qui vont faire que la maman ne s'attendait peut-être pas à tout ça, à vivre tout ça. Et le couple non plus, c'est-à-dire que parfois les gens font un bébé pour arranger les choses dans le couple, alors que le résultat va avoir l'effet contraire de l'effet escompté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mesurer et surtout communiquer, s'organiser. C'est-à-dire qu'il faut impliquer le papa, ne pas hésiter à déléguer, ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à l'impliquer, à déléguer, mais ce n'est pas toujours facile. Ça dépend en fait du profil de la personne en face. Ça dépend de ce conjoint aussi. Est-ce qu'il a envie d'adhérer à tout ça, ou pour lui, eh bien, ça reste quand même une mentalité, une perception du mari qui travaille à l'extérieur et qui rentre, qui a besoin d'avoir la paix chez lui. Et voilà, dans sa tête, les rôles sont définis et séparés. Chacun son monde. Moi, quelque chose que je vois souvent quand je vais chez les gens en consultation à domicile, c'est au préalable la maman qui me dit « Bon, moi, je veux bien, mais mon mari ne m'aide pas. Il ne fait rien, il rentre du travail, il ne fait rien. » Donc, j'arrive à la maison et je leur dis de faire un peu comme si je n'étais pas là. Ce que je vois dans la plupart des cas, qui peut être assez drôle, c'est que la maman est là, s'occupe de son enfant, le papa va arriver, il va s'en approcher, il va essayer de le prendre, le nourrir, lui donner le biberon. Et tout de suite, la maman va arriver, mais tu sais pas faire, mais c'est pas comme ça, donne-le-moi, non. Et au final, elle le reprend, l'enfant, et elle n'arrive pas, c'est-à-dire que dans la théorie, elle aimerait que ce papa l'aide, elle aimerait déléguer. Mais quand il fait et qu'il ne fait pas comme elle voudrait, ou parce que ils ont moins l'instinct maternel que nous, et lui aussi, il se sent un peu bloqué, et il va essayer une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois, il va... En fait, cette histoire de burn-out, c'est un peu la conséquence de plusieurs petits dysfonctionnements au sein du couple, parental aussi. Oui, tout à fait parental. Et je rajouterais aussi que notre société a beaucoup changé et assez rapidement. Parce que, si vous voulez, jusqu'à peut-être il y a 40-50 ans, il y avait une espèce de rite ou de rituel familial. C'est-à-dire que quand la maman accouchait, la grand-mère, enfin sa maman à elle, très souvent, elle était là lors peut-être de 2, 3, 4, 5 premiers mois. Et la maman est là pour montrer comment il faut faire avec cet enfant-là, pour aider la fille justement à pouvoir dormir le soir, se reposer. Il y avait une présence. Il y avait la grand-mère dans la famille qui était présente. Quand j'entends des grands-mères aujourd'hui, justement, me parler de leur vécu avec leur fille qui aujourd'hui ont la cinquantaine, mais je trouve ça extraordinaire de dire, voilà, par exemple, je me suis occupée de mes 20 petites filles
nuit. Mais voilà, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait une présence qui, aujourd'hui, malheureusement, tend à disparaître. Je ne dirais pas qu'elle n'est plus là, mais elle est en train de disparaître. Avec un parallélisme, c'est celui qu'aujourd'hui, les mamans travaillent. Elles accouchent et 3 mois après, elles doivent reprendre le travail. Exact. Et pas n'importe comment. Il faut qu'elles redeviennent minces, qu'elles puissent remettre leur tenue vestimentaire. Il faut qu'elles soient jolies pour le mari. Donc, ça fait vraiment beaucoup de pression. Il y a une pression sociale qui est là et qui impacte le couple. Exact. Alors, pression sociale qui est là, qui impacte le couple. Peut-être que le changement devrait commencer dans ce petit noyau-là, au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on peut dire aux conjoints? Comment ils peuvent prendre conscience de tout cela, de tout ce vécu? Et comment ils peuvent aussi faire en sorte que leur femme, leur épouse, la mère de cet enfant, qui est le leur, ne vivent pas ce burn-out? Rita. Alors, il y a plusieurs petites pistes. Je ne dirais pas qu'il y a des solutions miracles, mais je dirais qu'il y a des petites pistes. La première des choses, c'est d'abord de comprendre leur femme, de dire, bon, c'est un moment difficile, cette femme a été enceinte pendant 9 mois, avec toute la fatigue que ça a généré, il y a un accouchement avec ce que ça génère, et il y a l'allaitement qui peut durer jusqu'à 1 an, 2 ans. Donc, il faut déjà être dans la compréhension de se dire, bon, c'est un moment où peut-être il va falloir que je sois un peu plus compréhensible avec mon épouse. Il y a d'abord ça. Deuxièmement, ne pas être tout le temps derrière la femme à exiger des choses. Pourquoi ça s'est mal fait? Pourquoi l'enfant ne mange pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez gros? Pourquoi est-ce que sa chemise s'est salie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous voyez ça aussi, cette pression de la part des papas? Énormément, énormément, et de plus en plus. Et de plus en plus. Il y a une pression qui est là. Et en fait, c'est fait de manière très insidieuse. Et du coup, on ne le remarque pas forcément. Mais le problème, c'est qu'au quotidien... C'est des vibrations. En fait. Oui, ça vient tous les jours. J'ai l'impression, comme ce que me disait une maman, elle me dit, il me pique tous les jours. Il pique, il s'en va, il pique, il s'en va. Oui, mais au bout d'un moment, ça fait quand même un cartable bien lourd. Alors, on va mettre tout ça entre parenthèses parce que c'est vraiment d'une très, très grande importance. On doit marquer une courte pause et on revient pour continuer. Merci, mesdames. À tout de suite. Toujours avec vous sur Média TV dans 11 dit tout. Aujourd'hui, le point sur le burn-out maternel, un épuisement réel. C'est ce que nous démontrent et nous expliquent nos 2 spécialistes sur le plateau. Rita Alami, Sabrine Gdira, mesdames, merci beaucoup d'être là. Alors, dans un petit moment, on sera également avec le docteur Leïla Tzazi. Elle est allergologue. On fera le point avec elle sur les allergies du printemps. C'est la saison. Alors, juste avant de faire la petite pause, on parlait de toutes ces choses que le couple lui-même peut améliorer, ce que le conjoint peut apporter à son épouse pour éviter qu'elle ne sombre dans ce burn-out et essayer de l'en sortir. Et vous nous disiez, Rita, que vous avez des femmes qui se plaignent justement de tout ce que leurs conjoints peuvent distiller comme petit venin au quotidien, c'est ça? Vous nous disiez, il me pique au quotidien. Et donc, on va dire c'est fait dans la finesse, mais ça atteint au plus profond. C'est ça, tout à fait. Oui, alors ce qu'on pourrait rajouter justement, c'est que d'abord, il faudrait que les maris puissent reprendre leur place de père. Et ça ne se fait pas, comme l'a dit Sabrina tout à l'heure, facilement, mais c'est important de prendre sa place. Un papa n'est pas là que pour enfanter et payer des charges, parce que c'est souvent ça qui revient, mais il est aussi là pour aider la maman comme il peut. Aider ou remplir sa part du contrat aussi. Parce que justement, ce qui se passe dans la tête des hommes, c'est que dès qu'ils font un truc, pour eux, ils ont aidé, ils ont été mieux que ceux qui ne font pas, en fait. Il y a cette perception-là aussi dans la tête des hommes. Oui, tout à fait. Mais ça, justement, malheureusement, on ne prépare pas les parents aujourd'hui à la parentalité. On prépare les mamans à l'accouchement. Et moi, j'avais tenté justement de faire une préparation à la parentalité, de préparer les papas et les mamans à être parents. Ce n'est pas une mission facile que d'être parent, il faut dire les choses comme elles sont. Sabrina a dit tout à l'heure que très souvent, on idéalise la maternité, la petite fille, toute maman, future maman, s'imagine toujours sa petite princesse en robe rose, mais justement, on ne prépare pas aussi les papas et les mamans à ce que c'est qu'être parent. C'est une mission affective, éducative, c'est donner de son temps, de son amour, c'est s'attendre aussi à des difficultés qui sont inhérentes à tout développement. Donc, je pense que pour moi, s'il y a quelque chose à faire, c'est de se préparer, ne serait-ce qu'en lisant des livres, ne serait-ce qu'en allant sur Internet, en visualisant des vidéos comme ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Exact. Alors, ça passe aussi, ça c'est pour se préparer, mais ceux qui vivent véritablement ce burn-out, il faut un accompagnement, il faut une prise en charge? Personnellement, je pense que
On peut s'en Parfois, sortir seul. personnellement, je pense que quand il y a une tierce personne qui est un spécialiste, c'est son travail, cette personne-là fait ça tous les jours, toute la journée, elle est pas impliquée, surtout, elle n'est pas impliquée émotionnellement dans cette famille, c'est-à-dire qu'elle a un regard externe, bienveillant la plupart du temps, objectif. Elle va pouvoir, de l'extérieur, c'est facile de voir un peu les dysfonctionnements dans une famille, de voir que parfois il y a peut-être un manque de règles, un manque de communication entre les conjoints, un manque de cohérence aussi dans la manière de vouloir éduquer l'enfant. Il y a un manque d'empathie de la part souvent des hommes qui ne comprennent pas, comme disait Rita, qui ne comprennent pas les méandres de la femme, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi elle en arrive là, pourquoi elle devient hystérique, pourquoi elle devient susceptible, pourquoi tout la chagrine, tout la rend triste. Et au final, parfois, il suffit d'un peu de bienveillance, un peu d'empathie de la part du conjoint, que parfois la maman ne demande même pas qu'il l'aide de manière physique, c'est-à-dire de faire la vaisselle ou de faire des tâches ménagères. Elle demande simplement que ce conjoint-là, il soit empathique, qu'il comprenne ce qu'elle traverse, il lui dise un petit mot réconfortant, un petit mot bienveillant, un petit mot d'encouragement. Mais pourquoi c'est tellement compliqué dans ce cas-là? Si c'est aussi simple que ça, c'est vrai, c'est ça. Mais pourquoi c'est tellement difficile? Ce que je n'apprécie pas vraiment quand on donne des conseils, c'est que c'est très facile de venir et de dire il n'y a qu'à à faire ci ou il n'y a qu'à à faire ça. Non, mais, et en fait, c'est comme si on diminuait un peu ce que ressentaient ses parents, ce papa, cette maman. C'est facile de l'extérieur de venir de dire non, mais c'est simple, essaye d'être moins parfaite et essaye de lâcher un peu prise et prends un peu de temps pour toi et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. Mais au final, cette étape psychologique, c'est émotionnel, c'est-à-dire que la maman, elle ne va pas fonctionner avec sa raison. Bien sûr qu'elles ne sont pas bêtes, les femmes, pour parler un peu vulgairement. Elles savent qu'elles doivent lâcher prise, elles savent qu'elles ne doivent pas courir après la perfection, elles savent qu'elles ne doivent pas... Mais elles sont reliées à la situation de manière émotionnelle et non rationnelle. Et donc, ces standards qu'impose la société, ces jugements, comme disait Rita, du papa qui va venir la piquer. « Ah, tu n'as pas fait la vaisselle ? Ah, mais il est encore taché. » Il va rentrer du travail. « Ah, il y a encore du bruit. » Donc, il va préférer aller regarder un match de foot avec les copains. Et tout ça fait que, en fait, c'est des petites choses. Les stresseurs qui engendrent le burn-out sont qualifiés de stresseurs d'intensité modérée. C'est-à-dire que pris un par un, tous ces stresseurs-là, c'est pas énorme. Un cri d'un enfant, en soi, on peut y survivre. De faire la vaisselle, on peut y survivre. Mais tout ça, c'est des stresseurs en fait, qui vont être récurrents, qui vont être répétés de manière inlassable tous les jours. Mais personne n'arrive à se détacher de la situation. Voilà. Ni la femme qui la vit, ni l'homme, comme disait Sabrine, n'est là pour apporter ce petit réconfort. Oui, mais pourquoi, Rita? Pas tous, bien sûr, pas tous, monsieur. On parle de la situation problématique, ceux qui la vivent. C'est clair, parce que très souvent, on est perdu dans nos idées quand on est dans un burn-out, on rumine, on ne sait plus trop où on en est. Et justement, je rebondis sur ta question de tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut voir un spécialiste? En fait, ça dépend du degré. Parce que burn-out, après, ça reste un terme assez généraliste, mais il y a des degrés, c'est-à-dire que si c'est un épuisement qui dure depuis 2-3 mois et que voilà, la maman, elle arrive à s'en sortir, bon, on n'a pas forcément besoin d'aide. Mais nous, ce qu'on rencontre dans nos cabinets, c'est pas ça. C'est les mamans qui vous disent « j'ai très souvent envie de jeter mon fils par la fenêtre ». Ça, c'est une phrase qui revient souvent. C'est une phrase qui revient souvent, mais c'est pensé? C'est pas un passage à l'acte, carrément? C'est pas un passage à l'acte, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de souffrance que c'est vraiment... Elle a besoin de couper court avec la situation. De couper court ou de dire « oh là là, mais j'étais où quand j'étais en train de faire cet enfant? Je ne savais pas que c'était aussi dur de faire des enfants. C'est affreux, je ne supporte plus, j'en ai marre, ça ne sert à rien les enfants, c'est une perte de temps. » Il y a une phrase que m'avait dit une maman qui me revient à chaque fois, elle m'avait dit « les enfants, c'est la plus grande arnaque du siècle. » C'est-à-dire en fait, elle a eu des on a tous été enfants. Elle a eu des triplés, en fait, et c'était tellement dur qu'elle ne s'en sortait pas du tout. Et justement, ce sentiment d'incompréhension a fait qu'au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus. Et il faut se faire aider quand, justement, on a des idées noires, des idées suicidaires, parce qu'il y a beaucoup d'idées suicidaires dans le burn-out. Quand on pense à mettre fin à ses jours d'une manière ou d'une autre, quand on pense aussi à fuir, parce que ça aussi, ça revient. Très souvent, j'entends, je n'ai qu'une seule envie, j'ai des plans, j'ai un projet, c'est de disparaître, ils ne vont jamais me retrouver. Ça aussi, ça revient. C'est des projets étudiés, réels, ou c'est juste l'envie de disparaître le temps de faire un break? C'est les deux.
C'est les deux. Et donc, du coup, c'est des choses quand même qu'il faut prendre au sérieux. Ça veut dire que la souffrance est là et qu'on a besoin d'être aidé et que, voilà, on n'est pas les seuls. Mais comme disait Sabrine tout à l'heure, vous l'avez tellement bien dit, vous avez dit, mais les femmes ne sont pas bêtes. Elles savent de quoi elles ont besoin. Elles savent qu'elles ont besoin de prendre du temps pour elles. Et justement, dans les discussions avec les copines, on échange autour de ça. On se dit, oui, mais il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu te retrouves. Il faut que tu te fasses plaisir. Pourquoi cette notion de plaisir et pourquoi ce petit instant à sortir pour soi, ne serait-ce qu'aller faire une marche d'une demi-heure, d'une heure, aller se faire un hammam, enfin des choses vraiment basiques. Se retrouver avec soi, pourquoi ces femmes n'arrivent plus à se retrouver, à se reconnecter avec elles-mêmes, à s'approprier un instant? Oui, pourquoi? D'abord parce que notre vie psychique est une vie qu'on pourrait, par exemple, on dirait un peu que c'est comme une balance. Il faut un équilibre. Quand on est trop dans des instants surmoïques, il faut s'occuper du bébé, il faut faire la cuisine, il faut maigrir, il faut être bien, il faut. La balance, elle pend vers le bas, ça devient trop lourd à porter et on n'est plus en mesure, justement, de remplir l'autre côté de la balance qui est celui du plaisir. Exact. D'accord? Donc, et pourquoi, justement, trouver des moments pour soi? Parce que, oui, il y a un bébé ou un enfant, mais il y a aussi la mère. Et ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de soi. Ce n'est pas être une mauvaise mère que de se faire aider par quelqu'un. Ce n'est pas, c'est pas j'abandonne mes enfants parce que je vais au sport. Mais ça, c'est une notion très ancrée dans la tête des jeunes mères que je rencontre. C'est cette notion de culpabilité et ne pas se donner le droit. Je suis mère, je suis dédiée à cet enfant. Je n'ai pas le droit de le laisser. Je travaille par exemple toute la journée. Si en plus je dois prendre un moment pour moi pour aller au sport, pour aller marcher, pour aller voir des copines, c'est que je suis une mère indigne. Je l'ai abandonné toute la journée et en plus je me fais plaisir. Mais c'est impensable. Et oui, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on rencontre des mamans qui travaillent beaucoup. Qui travaillent beaucoup. Qui sont dans des multinationales, qui ont des postes importants, qui vont rentrer à la maison à 11h du soir, épuisées, exténuées, et qui vont justement être dans une culpabilité extrêmement lourde et très souvent finir en dépression et non pas dans le burn-out. Mais la question, encore une fois, c'est vraiment pas un conseil, mais c'est la question à se poser. Quand on sait qu'on est dans des carrières comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas se donner un temps pour soi? Parce que faire un enfant, c'est bien beau, mais après, quand on arrive à des gros problèmes pour soi ou des difficultés pendant l'adolescence, on se dit finalement, pourquoi est-ce que je n'ai pas donné 1 an ou 2 à cet enfant? Moi, je pense que quand on est dans des difficultés comme ça ou quand on a des responsabilités aussi importantes, des fois, il faut savoir s'arrêter pour mieux rebondir par la suite. La vie ne s'arrête pas. Faire des choix. Il faut faire des choix. Exactement. Il faut accepter le manque, accepter qu'on n'est pas parfaite, qu'on ne peut pas tout faire et qu'il y a un moment, voilà, qu'on va consacrer un moment pour l'enfant pour ensuite, si le Mettre désir est entre là... parenthèses une carrière, éventuellement. Pourquoi pas? Ou accepter de moins bien évoluer. Il faut faire des choix. Voilà, accepter une forme de frustration en quelque sorte. Lâcher quelque chose. C'est exactement ça. C'est lâcher quelque chose. C'est ça. On ne peut pas être parfaite partout, tout le temps, dans tous les domaines. C'est-à-dire que si on se consacre à 100% dans sa carrière, c'est normal qu'il n'y ait pas de pourcent pour la parentalité. Pareil, c'est-à-dire que tout est question, comme disait Ritia, d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix et il ne faut pas culpabiliser. Et ce n'est pas grave si on n'évolue pas professionnellement aussi vite et aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Ce n'est pas grave si... C'est-à-dire qu'il faut... accepter ou bien accepter d'évoluer professionnellement, mais en même temps de se dire j'accepte dans ce cas-là de ne pas passer d'assumer, de ne pas passer autant de temps avec mon enfant, de ne pas culpabiliser, voilà. C'est une question de choix en fait et de se positionner. On peut pas être parfaite partout tout le temps. C'est quelque chose que les mamans doivent intégrer et les papas aussi d'ailleurs qui en attendent souvent beaucoup trop de leur femme. Ils attendent qu'elle soit avec des tailles mannequins, qui réussissent très bien professionnellement, qu'elles soient des mères exemplaires avec des enfants qui crient pas et qui pleurent pas, qui ont des meilleures notes, qui soient beaux, dans une maison belle et bien tenue et propre et que la nourriture soit toujours bonne. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas. Tout ça. Mais ça, c'est dans les films. Mais les gens et souvent quelque chose que les gens font à tort, c'est qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. On pense que chez la voisine, ça se passe mieux ou chez la copine aussi. C'est ça. Il faut se rendre compte que les mamans qui font des dépressions postpartum, qui font des burn-out, les couples en difficulté, les femmes pas parfaites, il y en a plus que ce qu'on peut et ce qu'on veut bien imaginer. Il faut accepter l'imperfection et s'épanouir dedans. C'est-à-dire qu'on fait de son mieux, on fait ses choix, on les assume
La Et pleine conscience. voilà. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir d'échanger avec vous et de dédramatiser la situation et de dédramatiser aussi la perfection, de l'humaniser en quelque sorte. Rita Alami, psychologue clinicienne, Sabrine Gdira, puéricultrice et spécialiste dans l'accompagnement des parents. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé. À tout de suite. Place à notre interview santé tout de suite. Eh bien, nous allons faire le point sur les allergies du printemps avec le docteur Leila Tazid Daoudi, allergologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, de m'avoir cette invitée. histoire, avec plaisir docteur, cette histoire d'allergie du printemps, est-ce que c'est une maladie ou c'est un ensemble de symptômes, voire un syndrome? C'est quoi exactement? Alors, c'est un peu les deux. Oui, c'est une maladie et c'est surtout un ensemble de symptômes parce qu'on n'aura pas un seul symptôme. Cette allergie va toucher en fait plusieurs organes. Elle va toucher essentiellement le système respiratoire, les voies respiratoires hautes, donc ce qu'on connaît par le nez, la gorge, les oreilles. Mais ça va aussi, et c'est là où ça nous embête le plus, ça va aussi toucher le système respiratoire, les voies respiratoires basses, à savoir les poumons. D'accord. Et donc un risque de donner de l'asthme. Mais on aura également une atteinte oculaire qui peut être là. Et beaucoup plus rarement, ça peut aussi donner une atteinte cutanée. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un ensemble de symptômes. C'est un ensemble de symptômes. Tout à fait. Et en fait, les allergies du printemps, est-ce que c'est ce qu'on appelle la rhinite allergique? Alors, la rhinite allergique est un des symptômes parce que vous pouvez avoir la rhinite, ou vous pouvez avoir aussi la rhinoconjonctivite qui est aussi printanière, c'est-à-dire une atteinte du nez et des yeux. Vous pouvez avoir l'asthme aussi, c'est-à-dire c'est vraiment reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tous ces symptômes. Il n'y a pas que la rhinite. Alors effectivement, les gens vont se plaindre en premier lieu et beaucoup par un nez qui coule, des éternuements, une obstruction nasale. Ça va être très bruyant au niveau de la sphère ORL. Et puis ils vous diront... Les yeux rouges, larmoyants aussi. Exactement, les yeux rouges, larmoyants qui vont gratter, ils ont l'impression d'être en conjonctivite permanente. Et puis après, ils vont vous décrire des gènes respiratoires. Des gènes respiratoires la journée, mais aussi nocturnes, qui vont les réveiller. Ils sont obligés de s'asseoir, de prendre leur air. Donc c'est vraiment une grosse altération de la qualité de vie pendant cette période-là. Et alors justement, vous dites pendant cette période-là, donc c'est spécifique véritablement au printemps ou aujourd'hui, vous, les spécialistes, vous voyez que à cause de ces changements climatiques, de la pollution et tout ça, vous constatez que finalement, ce n'est plus le propre du printemps, mais ça peut arriver tout à fait. Tout au long de l'année. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Si vous voulez, le printemps, eh bien, on va avoir certains pollens qui vont être là et qui n'apparaîtront qu'au printemps et qui vont essentiellement gêner à cette période-là. Alors au Maroc, c'est principalement le pollen d'olivier. Beaucoup plus récemment, les pollens de graminées, c'est un peu toutes les mauvaises herbes qu'on a plantées sur les bordures de route, mais c'est aussi également les graminées fourragères. Donc ça, c'est les graminées fourragères et les graminées céréalières. Le champ de blé, champ de maïs, champ d'orge. Donc ça va déclencher des allergies. Vous avez aussi d'autres arbres, mais moins... Parce qu'on est sensible aux allergènes, à ces allergènes-là. Exactement. Voilà. Mais si vous voulez, durant cette période-là, déjà, ce que je voulais préciser, c'est qu'il n'y a pas que les pollens. On superpose le pic des allergies aux acariens. D'accord. Donc, et puis le reste de l'année, vous avez les acariens qui sont présents tout le temps, qui vont avoir un deuxième pic en automne. Exact. Et puis, vous avez d'autres arbres qui vont polliniser un petit peu plus tôt. Donc finalement, on peut être gêné toute l'année par les acariens, rajouter un petit plus, entre guillemets, pendant la période des pollens, et là, ça devient quand même très, très handicapant. Mais ça, vous le constatez en tant que spécialiste, c'est des changements qu'il y a eu récemment ou c'est vraiment cette dernière décennie ? Non, alors l'allergie aux acariens, elle a toujours toujours été très présente. Ce que moi j'ai remarqué, étant donné qu'avant je n'habitais pas ici, ce que j'ai remarqué depuis 8-9 ans où je suis rentrée, c'est-à-dire qu'au départ, nous avions au niveau des pollens essentiellement les pollens d'olivier, qui étaient les plus prépondérants, qui étaient beaucoup plus marqués dans la région de Marrakech, Fès, Beni Mellel, Meknès, etc. Et puis, ces 2 dernières années, on a ressenti les effets de la pollinisation de l'olivier beaucoup plus importants dans la région de Casa, de Rabat aussi. Et ce qu'on a rajouté, qui est une grande nouveauté, c'est l'allergie aux graminées. D'accord. J'en ai diagnostiqué et je pense que mes confrères aussi en ont diagnostiqué beaucoup plus la saison passée. Alors, vos patients arrivent chez vous vers quel âge, plus ou moins ? Alors, il y a tous les âges.
Absolument tous les âges, c'est-à-dire qu'ils peuvent démarrer très jeunes et c'est essentiellement à ce moment-là l'allergie aux acariens qui va les embêter. Ils sont souvent sensibilisés au pollen d'olivier sans avoir déclenché dans un premier temps l'allergie à l'olivier. Et si on n'intervient pas, au fil des années, ils vont déclencher l'allergie à l'olivier aussi. Les adultes aussi sont là et souvent, alors ce sont soit il y a 2 cas de figure, soit c'est des anciens allergiques, c'est-à-dire des petits allergiques qui ont un petit peu traîné ça tout le temps et puis il arrive un moment où ils n'en peuvent plus, donc ils cherchent une solution un peu plus radicale, soit c'est des nouveaux allergiques, il y en a aussi un certain nombre. C'est ça, vous mettez le doigt sur cette catégorie-là de vos patients, c'est-à-dire on peut faire une allergie, on peut commencer à être allergique à n'importe quel âge. Complètement. Alors, la palissade, c'est une phrase que j'aime bien dire à mes patients, c'est on n'est pas allergique jusqu'au jour où on le devient. C'est ça. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, il y a un côté héréditaire, bien évidemment. Quand on a des parents allergiques, on a plus de chances, entre guillemets, d'être allergique. Mais on a aussi la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on met un patient dans un environnement qui n'était absolument pas allergique, qui n'a pas de parents allergiques, mais au bout d'un certain temps, son corps ne va plus supporter ces allergènes et il va devenir allergique. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas faire de la prévention? Alors, de la prévention, alors qu'on se mette bien d'accord. Il va y avoir 2 niveaux, en fait. Pour ceux qui sont déjà allergiques, est-ce qu'on peut faire de la prévention? Mais ma question, en fait, elle est... à la base. À la base, c'est ça. Elle est un peu plus vicieuse, surtout quand vous dites qu'on ne devient allergique. En fait, on est allergique que lorsqu'on devient allergique, c'est ça? Exactement. Alors, la prévention, comment dire? Si vous voulez, la prévention, si je parle des acariens, elle peut paraître un peu contraignante, d'accord? Et dans le sens où il va falloir faire la poussière avec un chiffon humide tous les jours, aérer tous les jours, passer l'aspirateur, mettre une housse anti-acarien. Donc, c'est quand même certaines habitudes qu'il faut avoir. Un petit dispositif. Voilà, un petit dispositif qu'il faut mettre en place. Si l'enfant n'a rien, en sachant qu'on ne peut absolument pas prédire, parce que pour l'instant, on n'a aucun test qui est prédictif de quoi que ce soit. Okay. Donc, on ne peut pas prédire si l'enfant va devenir allergique, si l'adulte risque de déclencher une allergie un jour. Donc, pour l'instant, on n'a pas de dispositif où on se dit, très bien, pour éviter qu'on devienne allergique, on va tous se mettre à ça. Ça paraît trop contraignant et c'est surtout qu'on ne sait absolument, on ne peut pas garantir que même si on met en place ces dispositifs-là, on ne deviendra pas allergique. Quant à la prévention pour les pollens, on peut simplement pas la faire, absolument pas. C'est dans l'air, c'est dans la nature. C'est dans l'air. Il faut savoir que, par exemple, les pollens sont transportés par le vent. Donc, quand il y a une forte chaleur du côté de Marrakech, Fès, Bni Mellel, si pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, nous, à Casablanca, quelques temps plus tard, ou même à Rabat, on va avoir à nouveau ces effets de cette grosse poussée de pollinisation dans les autres régions. Les pollens sont transportés par le vent. Donc, c'est ça. On n'y peut rien. Non, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on conseille aux patients, c'est par exemple, s'ils veulent aérer durant cette période-là, c'est d'aérer au petit matin. D'accord. Et puis après, fermer les fenêtres. S'ils ont été en contact dehors dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de pollen, qu'il y a eu beaucoup de vent, c'est de rentrer à la maison, essayer de se doucher. Ça, c'est pour les personnes qui sont, on va dire, déjà allergiques. Essayer de se doucher pour se débarrasser de tous les allergènes qu'ils peuvent avoir sur eux. Mais une prévention à proprement parler, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. En tout cas, pas pour éviter de devenir allergique. C'est ça. Voilà. Alors, par contre, pour les personnes qui se savent malades, c'est véritablement une saison qui fait peur. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Est-ce qu'on peut se préparer? Oui, alors on peut se préparer. On peut se préparer de 2 manières. Alors, soit les symptômes sont quand même assez prépondérants, ils altèrent énormément la qualité de vie. Et à ce moment-là, le plus simple quand même et le plus judicieux est de démarrer ce qu'on appelle une désensibilisation. Une immunothérapie spécifique, c'est le principe d'une vaccination. Et cette vaccination, pour les pollens, en fait, elle est assez simple parce que si on la fait par voie sublinguale, c'est-à-dire des gouttes sous la langue, ce qui est très bien, moi je pense à mes petits patients, on n'est plus dans l'injectable où on faisait avant des piqûres 4 années suivies. Là, c'est des gouttes sous la langue que vous allez mettre 6 mois par an pendant 4 ans. D'accord. L'amélioration, elle se fait sentir assez rapidement. Et puis, on est obligé de finir le traitement 3 années encore, donc au total 4, pour éviter les récidives. Pardon, mais ces gouttes, c'est quoi? C'est des corticoïdes? Absolument pas. En fait, c'est un vaccin. C'est le pollen d'olivier. Qu'on va mettre sous la langue. C'est vraiment le même principe qu'un vaccin. Comme quand on se vaccine contre la grippe, on inocule le virus de la grippe. Là, on donne
du pollen. La même chose pour les acariens. Maintenant, la deuxième façon de se prémunir aussi, si on n'est pas encore arrivé au stade où les symptômes sont très très embêtants, où c'est léger, où les patients n'ont pas forcément envie de démarrer une désensibilisation, c'est les traitements. Mais il faut savoir que ces traitements, il faut les démarrer pour être le plus efficace, des antihistaminiques, un mois avant le début de la saison. D'accord. Pour un petit peu mettre en état de veille l'organisme. Un mois avant le 21 mars. Exactement. Et puis le poursuivre pendant toute la saison, jusqu'à la fin. Donc au total, c'est quand même un peu contraignant. Hein, mais c'est la seule façon d'essayer d'adoucir les symptômes. Quand on arrête le traitement et qu'on le prend juste lorsqu'on n'est pas bien, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des épisodes de grosse pollinisation. Et là, les antihistaminiques ne sont plus efficaces. On est obligé de passer aux corticoïdes. Et vous avez des cas de patients qui font de l'automédication, c'est-à-dire vous donnez un traitement, ils se sentent bien, ils arrêtent, et puis dès que les symptômes reprennent, ils reprennent leurs médicaments. Et donc, ça chamboule un petit peu le protocole de prise en charge? Complètement, complètement. Parce que si vous voulez, au départ, les patients, quand ils ont juste le nez qui coule un peu, c'est pas très inquiétant pour eux, ils finissent par s'y habituer. Et donc, ils vont prendre un comprimé d'antihistaminique et puis ça va un petit peu... Il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui est chronique. Hein. C'est ça. Et donc, au bout d'un moment, toutes les maladies chroniques, les patients fatiguent un peu et puis ils se disent, bon, bah, finalement, c'est tout le temps le même traitement, bah, je vais faire de l'automédication. La principale erreur là-dedans, c'est de, en fait, aggraver les choses jusqu'à arriver à un asthme. Et là, on est bien plus embêté. Et c'est possible? Ah ben c'est des choses qui arrivent? Complètement, complètement. C'est-à-dire que pourquoi on veut mettre en place les désensibilisations, c'est essentiellement et avant tout, bon, pour arrêter l'évolution de la maladie, bien évidemment. Elle évolue forcément, si elle évolue, c'est forcément vers un asthme? Elle évolue pas, alors ce serait mentir que de dire que toutes les rhinites évoluent vers un asthme, mais on a quand même une grande proportion de rhinites qui vont évoluer vers un asthme. D'accord. D'accord. En sachant que cette rhinite, ça peut aller aussi vers les symptômes de sinusite. C'est des gens qui ont la barre au front, qui ont mal ici. C'est ça. Donc c'est vraiment la tête un petit peu prise en permanence. Ils sont fatigués, ils sont très fatigués. La décharge d'histamine est ultra fatigante. Et donc pour en revenir à la prise en charge, voilà, quand on en arrive à de l'asthme, bah, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Compliqué à gérer. Eh bien oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit encore plus compliant. Oui. Est-ce qu'on peut finir sur une note positive? Oui, la note positive, c'est qu'on peut traiter. Il suffit juste d'un petit peu de patience et on peut complètement traiter ça et améliorer la qualité de vie et ça devient de l'histoire ancienne en fait. Hein, on en guérit complètement ou... Alors on en guérit, les pourcentages de réussite de la désensibilisation sont aux environs de 80%, ce qui est quand même énorme. En gros, pour simplifier un petit peu expliquer, c'est au lieu d'être gêné, par exemple, je ne sais pas, je dis toujours à mes patients, écoutez, au lieu d'avoir 20 crises par an, vous en aurez peut-être une ou deux, ce qui est quand même pas négligeable. Eh bien, merci beaucoup, docteur Tazi Leila Daoudi, pour toutes ces explications. Vous êtes allergologue à Casablanca. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui m'accompagne et à très, très vite. Au revoir.